on va parler Dana White, on va parler Conor Ben, on va parler signature à 15 millions de dollars pour un seul combat. Ce que ne fait jamais l'UFC. On va parler trahison aussi. On va parler probablement gros remue-ménage dans les mois à venir parce que y a pas mal de combattants qui sont en train de se dire attends, Conor Ben je connais, même vous peut-être vous ne le connaissez ni d'Eve ni d'Adam. Le mec va se faire des couilles en or. Bon bah voilà, Zuffa Boxing ça ne plaît pas à tout le monde et on parle aussi petit procès à $1 milliard qui est en train de se monter du côté de Queensberry Promotion parce que visiblement il y a avoir un accord avec l'Arabie Saoudite avec Turquie qui a fait bon bah merci mais non merci, on va aller voir du côté de l'UFC. Bref, il y a pas mal de drama outre-Atlantique et outre-Manche. Histoire de gros sous. Exactement, c'est parti les gars, générique. Soit. Les gars, la sueur débarque en live sur Whatnot, carte UFC, Champions League, NBA, NFL, Pokémon et j'en passe. Bref, break, vente, surprise et très grosse carte. Un live par semaine et premier live ce dimanche 15h. Et attention, vous avez 15€ offerts sur votre premier achat avec le lien qui s'affiche ici et en description. Et si vous cherchez notre nom sur Whatnot, on est français, donc pas de banger, mais des turbo classiques. Donc c'est turbo classique sur Whatnot. Commençons par le commencement. Conor Ben, donc l'un des visages de Matchroom Boxing, donc l'une des plus grosses promotions de boxe anglaise au monde, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est une vraie star au Royaume-Uni, a signé pour un seul combat du côté de Zuffa Boxing, donc l'entité chapeautée donc par Sela, entreprise d'Arabie Saoudite, mais également l'UFC, dont le visage promotionnel est Dana White, donc pour un seul combat, ce qui est extrêmement rare, en tout cas que l'UFC ne fait jamais, et surtout 15 millions de dollars, donc deux pratiques que l'UFC a pour habitude de ne jamais faire. Et donc forcément, depuis cette signature entre l'UFC, Zuffa Boxing, qui a shippé Conor Ben à Matchroom, les 15 millions de dollars, il y a pas mal de gens qui s'interrogent et qui commencent à se dire « Oula !» Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être un vrai acteur de la boxe anglaise, Zuffa Boxing. Ça, c'est pour le côté positif. Pour le reste, Russ, il y a pas mal à dire. Bah, alors en fait, ce qui est problématique mais intéressant, c'est que, alors déjà du point de vue loyauté, trahison et cetera, pourquoi est-ce qu'on a dit ça? C'est parce que, en fait, comme tu l'as dit, la promotion Matchroom Boxing qui est gérée par Eddie Hearn, leurs deux plus grosses stars, c'était d'abord Anthony Joshua et là, ensuite, c'était Conor Ben et Conor Ben, c'est un Anglais qui est un peu sulfureux, qui est un peu grande gueule, qui est tatoué, qui est stylé, qui voilà, il parle beaucoup. En fait, il n'a pas forcément encore prouvé au plus haut niveau mondial en termes de pur sportif boxe anglaise, mais il fait vendre et il est connu. Et Matchroom et surtout Eddie Hearn, ça fait 10 ans qu'ils étaient avec Conor Ben. Ils l'ont accompagné pour son premier combat pro. Ils ont fait de lui une star. Ils sont restés à ses côtés alors qu'il avait popé pour substances illicites et pour dopage. Pendant toute la période où il se faisait chier dessus par tout le monde, Eddie Hearn, son promoteur, et Matchroom sont restés à ses côtés. Et parce que voilà, ils allaient littéralement en vacances ensemble, hein. Apparemment avec une partie de la team de Matchroom et Conor Ben. Et donc voilà, il y avait tout ce côté on est ensemble et machin, et il n'y avait pas de contrat à proprement parler qui liait Matchroom Boxing et Conor Ben, puisque Eddie Hearn estimait que c'était à la confiance, grosso modo, vu ce qu'ils avaient vécu ensemble, et ça faisait 10 piges et machin. Et malgré ça, Conor Ben, lorsqu'il a reçu la proposition de 15 millions ou 10 millions de Zuffa Boxing, et ben en fait, il s'est barré directement et sans un mot pour Eddie Hearn, puisque Eddie Hearn, alors que Eddie Hearn, tu sais, il y a même des histoires comme quoi Eddie Hearn l'avait aidé à payer sa maison, lui avait prêté genre des centaines de milliers de pounds. De milliers de livres, etc. Donc c'était vraiment une relation qui allait au-delà du sportif, hein, bien au-delà du sportif. Et lorsqu'il a reçu la proposition très très juteuse de se barrer chez Zuffa Boxing pour un seul combat, il s'est barré Conor Ben, et la manière dont il l'a annoncé à Eddie Hearn et à Matchroom, c'est par un mail de son avocat. Lorsque Eddie Hearn a demandé par SMS à Conor Ben, mais mec, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que tu peux m'appeler? Conor Ben a dit non. Et donc, en gros, c'est pour ça que ça a fait beaucoup de drama outre-Manche et un peu outre-Atlantique, mais surtout outre-Manche en Angleterre. C'est parce que vraiment, c'est quand même un bon gros coup de pute de la part de Conor Ben humainement.
Après, en termes de contractuellement, etc., il avait tous les droits de le faire, il ne sera pas poursuivi puisqu'il n'y avait pas de contrat qui le liait. Donc voilà, ça c'est pour la partie humaine, drama, etc., et Deontay Conor Ben. Et après, effectivement, alors c'est compliqué parce que tous les combattants UFC sont en train de gueuler. Enfin, disons, non, pas tous, mais des stars. En la personne de Sean O'Malley qui était en mode, mais je ne sais même pas qui est Conor Ben. Moi, je me fais chier la bite à faire toute une carrière, à construire ma personnalité de star, à machin. Je ne suis pas payé 15 millions par combat. Michael Venom Page, pareil, là, dans sa dernière interview, il y a 1 ou 2 jours, qui disait, ouais, enfin, ça fout quand même un petit peu le seum, effectivement. Et je sais qu'il y a plein d'autres combattants qui avaient plutôt comment dire, qui avaient un peu, qui étaient énervés par ce truc-là parce que bon, Zuffa Boxing, comme c'est Dana White et que c'est un petit peu l'ombrelle TKO, etc., c'est associé à l'UFC. Donc en fait, le calcul il est très simple pour les Sean O'Malley et les gars, c'est de dire bah c'est comme l'UFC, c'est-à-dire que c'est la même structure et ils filent 15 millions pour un mec que personne ne connaît et nous, on continue de ramasser des clopinettes sur le sol en fait. Mais, ben, comme tu nous l'expliqueras mieux que moi, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas si facile en fait, parce que c'est pas du tout l'UFC en réalité. C'est pas l'argent de l'UFC qui part dans Zuffa Boxing, quoi. Eh oui, pour ces grosses signatures, Rusty, c'est donc l'entité celle qui paye, qui va mettre SELA. SELA, exactement, qui va mettre l'oseille pour signer Conor Ben. Mais bon, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ça revient un peu au même, où certes, oui, dans les faits, ce n'est pas l'UFC qui va payer tout ça, mais c'est l'entité où l'UFC a quand même des billes. Et c'est vrai que ça reste, je pense, à mon sens en tout cas, très compliqué d'expliquer aux gens que bon, en fait, non les gars, c'est pas nous du tout qui faisons les efforts financiers. Regardez, vous n'avez que, hop, voilà, bonus de 100 000 dollars, c'est tout ce qu'on propose du côté de l'UFC. Pour moi, ça risque quand même d'être un peu compliqué, surtout quand tu signes un Conor Ben, et c'est là où pour moi, et là, je pense, l'incompréhension et qu'il risque d'y avoir des petites tensions, notamment quand Conor va vouloir renégocier et d'autres stars vont vouloir renégocier, c'est que c'est Conor Ben, tu vois, si il se murmure que potentiellement il y a un Usyk qui signerait aussi, même si c'est celle-là, enfin tu vois, 35 millions ou je sais pas combien pour Usyk, ça choque beaucoup moins. Parce que le mec est le meilleur au monde dans sa catégorie. Conor Ben, les mecs ne le connaissent pas aux États-Unis, t'es un Sean O'Malley, tu peux te dire, je ne comprends pas pourquoi ce mec prend ça, alors que moi je sais pas combien il a pris à son dernier combat, mais on peut imaginer raisonnablement que Max il était à 2-3 millions de dollars. Et c'est là qu'à mon sens, tu vois, ça peut être un peu compliqué parce que, bon, ils savent très bien que l'Arabie Saoudite est aussi en deal avec l'UFC, qui vont les payer 25 millions de dollars pour organiser les événements sur place, que Riyadh Season a sponsorisé l'UFC Noche à la Sphère. Enfin, bon, c'est pas comme si l'argent ne pouvait pas être trouvé, hein, je pense. Bah, en plus, d'autant plus que c'est parce que c'est Marc Shapiro, donc c'est le boss du groupe TKO, je crois, c'est ça. Exactement. Marc Shapiro qui était interrogé là-dessus, ou alors qui voulait s'exprimer pour éclaircir la situation avec Conor Ben et pourquoi il était payé autant par rapport à un combattant UFC, et qui s'est un peu dédouané en disant non, non, mais c'est vraiment le groupe, c'est là, c'est pas du tout nous. Hein, mais c'est vrai que si je suis un combattant UFC, je peux pas m'empêcher de me dire donc, ok, même si c'est le cas, bon, ça veut dire que vous faites appel à un fonds d'investissement saoudien qui met des centaines de millions et donc vous pouvez payer Conor Ben. Bon, du coup, mais de deux choses l'une, soit ce gars-là, visiblement, vous êtes en très bon contact avec lui, et s'il faut valoriser des combattants qui rapportent, etc., bah pourquoi ne pas mettre aussi ces sommes-là pour nous? Et sinon, en fait, c'est de dire, bah, ok, vous n'avez pas ces deux entités différentes, le fonds d'investissement, vous êtes quand même, vous venez de signer un deal à 7,7 milliards, 1,1 milliard par an, et en plus, alors attends, je t'ai envoyé ça tout à l'heure, mais je sais pas. Ça, c'était peut-être le dernier carton, j'allais dire. Enfin, en gros, là, ils font des bénéfices records. L'UFC, ils sont à genre 57% de bénéfices sur le chiffre d'affaires total de 1 milliard et quelques, 1 milliard 1 ou 1 milliard 2. Donc, même là, visiblement, quand tu vois ça avec tes combattants UFC, c'est pas comme si, ouais, ils font beaucoup de chiffres d'affaires, ils font 1 milliard, mais bon, ils réinvestissent tout et donc on peut pas se permettre de. Non, non, ils font un bénéfice, mais titanesque. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'entendre ça pour un combattant UFC quand tu vois que, bah, tu le lis, hein, toi, dans l'article, quand tu es combattant UFC, mais l'UFC pleut, enfin, l'argent pleut dans tous les sens autour du groupe TKO, autour de l'UFC. Mais comme d'hab, effectivement, à part ce qui est mieux que rien, on va dire, mais à part l'augmentation des bonus, bah voilà, Conor Ben, il va prendre 15 millions et toi, ta gueule.
Mais parce que, et c'est ce qui est une bonne chose aussi, c'est à chaque fois la concurrence, évidemment. Parce que l'UFC, c'est 99% de l'argent généré dans le MMA, donc ils n'ont aucun intérêt à payer plus les mecs. Alors que du côté de la boxe anglaise, quand vous avez des matchrooms, quand vous avez des top rank, quand vous avez des Golden Boy qui sont en place, Queensberry Promotion également, bah, faut qu'il y ait une course à l'armement, tout simplement. Et ce qui fait qu'un Conor Ben, là où je ne sais pas quelle est sa vraie valeur sur le marché, mais l'UFC, en tout cas Zuffa Boxing, et donc c'est là, a été obligé de le surpayer parce que le montant des 15 millions, c'est ce que Chris Mannix disait, Matchroom aurait pu égaler cette offre-là. Ils auraient pu, mais eux se sont bien rendus compte que à aucun moment Conor Ben ne vaut 15 millions de dollars. Donc ils ont préféré aussi le laisser partir. Mais c'est là où c'est un peu, chaud aussi, mais c'est que enfin là, c'est comme si c'est pas juste, tu vois? Turk El Alchik et son fonds d'investissement débarquent, ils surpayent tout le monde et du coup ça disrupte le marché, tu peux rien faire parce que je ne sais pas, on sait pas, les gens disent bien ce qu'ils veulent, Dana White, Eddie Hearn et Turk El Alchik, mais dans l'interview juste après pour l'annonce, la réaction à l'annonce de la signature de Conor Ben, Eddie Hearn disait: «Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que nous, ce qu'on aurait aimé de la part de Conor Ben, c'est qu'ils nous disent: "Bon les gars, voilà, j'ai reçu cette proposition de 10 millions, 15 millions de la part de, Zuffa Boxing. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour voir ce que vous pouvez faire, jusqu'où vous pouvez arriver pour essayer au moins de le matcher le plus possible"?» Et Dion disait: «Il y a même pas eu ce processus-là». Mais par contre, il disait dans la même phrase ou à peu près, enfin dans la même inspiration, clairement, dans les mots choisis par Eddie Hearn, je me souviens plus lesquels c'était exactement, mais tu comprenais qu'en fait, ils auraient essayé de monter le plus possible pour essayer de compenser et d'avoir une offre qui soit la plus intéressante pour Conor Ben, mais tu comprends que c'était très chaud quand même. Donc comme, enfin, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, ils ont même pas pu essayer visiblement, ou alors s'ils ont essayé, ils ont compris que ça a été très compliqué très rapidement, Matchroom Boxing, mais même dans y arriver, visiblement, c'était galère. Et donc, ça veut dire à quel point, c'est dire à quel point, là, pour tous les combattants, bah, Turki Al-Alchik va se pointer. T'as, je sais pas, Queensberry ou Matchroom machin qui vont dire: bah voilà, nous on peut proposer maximum, je sais pas, allez, 8 millions ou 10 millions pour tel ou tel combattant. Turki Al-Alchik qui va arriver, il va faire: ok, moi je te propose 20. Tu peux même pas, en fait, tu peux pas, tu peux rien faire. Ouais. Ça, tu vois, personnellement, Ça te dérange pas trop parce que c'est le game? bah, c'est ça. Enfin, je veux dire, tu regardes aujourd'hui Chelsea avant Manchester City, le Paris Saint-Germain, ce genre de club qui, je veux dire, ils sont devenus très forts et ça fait plaisir. On est très content quand on est supporter de ces clubs-là. Mais de base, les fonds qu'ils ont eu, c'est pas du tout une rentabilité. T'as un mec qui arrive qui a des milliards et qui va se mettre à mettre de max d'oseille sur Pastore, boum, on achète 40 millions à Palerme. Et donc, quand t'as ça dans d'autres sports, moi ça me choque pas que t'aies un nouveau player là qui arrive à ça. Et surtout que, bon, là où je ne blâme pas trop Turki Al-Alchik, c'est que mine de rien, il a fait beaucoup de bien à la boxe parce que au moins on a les combats qu'on a envie de voir. Ça n'a aucune logique financière. Je veux dire, quand il met Terence Crawford contre Canelo, les mecs, tout le monde est reparti, donc ils ont été très bien payés, on est content pour eux, mais je doute qu'ils aient réussi à faire de l'oseille avec ça. Mais au moins, on a les combats qu'on veut voir et qu'on n'aurait jamais eu s'il y avait pas eu autant d'oseille. Et c'est ce que nous disait Bruno Suras quand on avait interviewé. C'est vrai que lui, il pensait comme toi à l'après, parce que c'est vrai que là, ça disrupte complètement le marché. On va arriver dans une situation, et ne soyez pas étonnés si dans 10 ans c'est ça, tout le monde a signé chez Zuffa a le monopole, et là tu commences à serrer la vis comme le fait l'UFC, parce que de toute façon, tous les autres seront soit morts ou soit auront juste une seule star, donc très très compliqué. Et donc forcément, comme t'as pris toutes les parts de marché, tu commences à dire, bon bah, avant Conor, Ben c'était 15 millions, bah maintenant on va t'en proposer 3, et t'as pas beaucoup d'autres options pour aller ailleurs. Et c'est a priori ce qui va se passer, parce que les mecs ne sont pas cons d'Arabie Saoudite, c'est pour ça aussi à mon sens qu'ils travaillent avec l'UFC, ils savent très bien que là, ils perdent beaucoup d'oseille, mais que c'est sur le long terme, et que dans 10 ans, ils vont salement se refaire, parce qu'ils auront réussi à sécuriser, à complètement verrouiller le marché. Donc, ça ne me choque pas trop, et on voit la même chose en football. Faut dire, les mecs restent extrêmement bien payés, mais on voit que les Manchester City, Chelsea et Paris Saint-Germain, ils font moins les trucs qu'ils faisaient. Enfin, ils dépensent toujours beaucoup d'argent, mais ils vont pas surpayer un joueur random parce qu'aujourd'hui, ça y est, ils sont établis comme très très gros clubs. Donc, je trouve ça dur, mais comme c'est le sport, et puis que quelque part, entre guillemets, chacun fait ce qu'il veut, et que
Enfin, on met pas en péril, enfin, ils mettent pas en péril toute l'économie. Selon toute vraisemblance, les mecs sont effectivement payés en plus. Tu vois, on n'est pas dans un énorme scam où, à la GFL, où les mecs sont signés tous et qu'en fait, on se rend compte que personne ne prend l'argent. Là, les gars prennent l'oseille. Bon, voilà. Et honnêtement, et pour le sport, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que on, on râle régulièrement sur la boxe. Je pense que l'arrivée de l'UFC, qui en plus a code crédit illimité avec l'Arabie Saoudite, ça peut être pas mal. C'est juste un peu relou, moi, je trouve qu'il y ait on sent qu'il y a un fond de querelle personnel. Genre vraiment, moi, le clash Eddie Hearn, Dana White, ça m'énerve beaucoup parce qu'on est dans un truc où, et je pense aussi c'est pour ça que Eddie Hearn est un peu énervé et j'ai du mal à me dire que la signature de Conor Ben ne soit pas aussi Dana White qui soit dit allez, je vais vraiment le faire chier Eddie Hearn là-dessus. C'est de se dire, et on en parlait tous les deux pendant je sais pas combien d'années, on était en mode putain, c'est stylé. T'as Dana White qui est le numéro 1 en MMA, Eddie Hearn numéro 1 en boxe anglaise, les deux dans un style différent quand même, c'est vraiment des leaders charismatiques, les mecs se respectent. Quand il y avait l'UFC qui arrivait à Londres, ils invitaient Anthony Joshua et Eddie Hearn, enfin vraiment moi j'aimais bien. Et là, du jour au lendemain, le truc à snap de fou, Dana White qui est en mode à quel point est-ce qu'Eddie Hearn est une fiotte, alors que je veux dire, pendant 10 piges, les mecs se respectaient. En fait, c'est surtout ça, moi, qui m'embête un peu parce que personnellement, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est vraiment possible un monde où Matchroom et Zuffa Boxing coexistent, quoi. Là, visiblement, ce n'est plus possible. Bah, en fait, moi perso, ça me donne vraiment l'impression, quand j'entends Dana White en conférence de presse être ultra véhément contre Eddie Hearn et commencer à l'insulter et tout. En fait, il y a une pointe de tristesse de me dire putain, bah en fait, voilà où va l'énergie de Dana White. Clairement, il s'en bat les couilles maintenant du MMA et de l'UFC, mais il l'a toujours dit en fait, Dana White d'un autre côté. Donc lui, ce qu'il aime, c'est vraiment les challenges, c'est conquérir des marchés, c'est créer des choses qui n'existaient pas avant. C'est vrai que vu qu'il a pété le game avec l'UFC, maintenant, clairement, de voir c'est même pas de la chamaillerie, vraiment, il envoie quand même des vrais missiles à Eddie Hearn. Bah, je reconnais le Dana White lorsque c'était le MMA et qu'il fallait qu'il calme tout le monde quand il y avait des disputes de contrat, il y a des trucs avec les autres organisations, avec le Strike Force, avec... Enfin, le Dana White vraiment en mode je suis en mission pour écraser tout le monde, c'est ça qui me fait triquer. Et là, ben, en fait, oui, c'est un peu ça m'attriste aussi un petit peu de voir ça avec Eddie Hearn, mais d'un autre côté, tu sais, j'ai une pointe de nostalgie parce que donc on voit maintenant que c'est juste voilà où est l'attention, voilà où est l'énergie, voilà où est l'envie de Dana White. Et c'est ce qui fait aussi que bah là, il doit être salement investi dans tout ce qui est boxe anglaise beaucoup plus que le reste. C'est parce que là, il est dans cette phase où certes, il commence à mettre vraiment là, ce qu'il a fait Eddie Hearn, c'est quand même un très très gros pas en avant et c'est énorme symboliquement, mais ils n'ont pas encore gagné et ça va être un jeu de longue haleine sur les années qui viennent effectivement. Ils ont leur game plan avec Turki El Alchi comme tu viens de le décrire, mais il y a encore à le faire. Il y a le game plan, ils ont tout ce qu'il faut, ça commence bien, mais il reste encore à le faire. Et bah, c'est là où Dana White préfère être, quoi. L'UFC, enfin, c'est bon, vraiment, là, littéralement, il y a plus rien à faire, ça roule tout seul, tu vois. Exactement, mais il y a quand même, j'avais lu un article du Guardian il y a quelques mois qui était assez intéressant où apparemment il y avait quelques tensions entre Turki El Alchik et Dana White parce que c'est vrai que on a toujours Turki El Alchik qui fait des trucs dans son coin, que ce soit avec Tyson Fury là qui revient, le combat de Ryan Garcia et c'est ça qui m'étonne un peu dans ce partenariat, c'est qu'il n'y ait pas toute l'oseille littéralement de l'Arabie Saoudite qui soit mise dans Zuffa Boxing et exclusivement dans la promotion qui grandit parce que ils font aussi les choses de leur côté. En gros, apparemment, enfin dans ce que disait le journaliste qui avait fait l'article, c'est que ça restait toujours un petit peu flou et que ça pourrait potentiellement péter, mais c'est vrai que entre temps, il y a eu les grosses signatures. Et en gros, au moment où le journaliste avait fait l'article, on n'avait pas eu toutes ces annonces qui font qu'aujourd'hui, moi aussi, ça me rassure parce que pendant un moment, je m'étais dit, ok, Zuffa Boxing, ça va être un peu comme UFC BJJ où quand ils l'ont annoncé, on s'est dit, ouah, putain, ils vont signer tout le monde, ADCC en sueur, pas vraiment pour l'instant. Ah bah pour l'instant non. Mais après c'était un peu différent aussi parce que c'est vrai il y a pas d'énormes stars en jiu-jitsu brésilien non plus quoi. Il y en a quelques-uns qui font parler, mais il y en a aucun où ça va vraiment très très loin en termes de reach, en termes d'impact médiatique quoi, comparé à un Ryan Garcia, un Tyson Fury, un Conor Ben quoi. Bah effectivement, après de toute façon, est-ce que les égos
respectifs vont faire capoter le truc. Peut-être, mais je pense pas. Oui. De toute façon, j'ai envie de dire, en fait, c'est Turki Al-Alchik qui fait ce qu'il veut parce que c'est le portefeuille. Donc, effectivement, si Turki Al-Alchik veut continuer à pour l'instant faire des combats dans son coin, oui et non, mais c'est juste que là, les combats qu'il a fait avec Canelo, avec Crawford, avec Tyson Fury, etc. Bon, pour l'instant, ils vont pas les signer à Zuffa Boxing, mais ça lui permet quand même de garder la main dessus. Donc oui, il a deux trucs différents, un peu deux entités séparées, mais il a raison, tout ce qu'il veut, lui, c'est les avoir tous. Donc là, en l'occurrence, lui, il les a tous. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec l'UFC, t'as quand même cette vision que, même si ça fait quoi, 2-3 ans qu'il y a l'Arabie Saoudite qui est... Mais tu vois, t'avais pas ce truc de, t'as la ligue, on commence à mettre en place la ceinture Zuffa, enfin, un truc où tu sais que, en fait, on n'est pas dans des one-shots à chaque fois, et même si les mecs, ça fait 5 fois qu'ils combattent, tu vas pas te dire, ah ok, ensuite, le prochain combat, ça va être celui-là. Et il y avait un peu ce côté... Ok, aujourd'hui on est dans la promotion de l'Arabie Saoudite avec Riyadh Season, mais t'as pas de plan. Alors qu'avec l'UFC, on sait qu'ils vont réussir à construire, enfin en tout cas leur ambition, c'est de construire tout ça. Et moi vraiment là, c'est ce qui va être aussi intéressant et je leur souhaite de faire ça. Pour moi vraiment, il faut que tous les promoteurs ils se mettent ensemble et que ce soit Zuffa vs tout le monde, tu vois. Mais ça va être compliqué. Hein. Ça peut être compliqué parce que c'est ce que, en fait, en gros là on est dans un truc, c'est l'Arabie Saoudite, en gros, a tellement d'oseille que c'est ultra compliqué pour tous parce que l'Arabie Saoudite a mis énormément de sous aussi dans DAZN. DAZN qui a un contrat avec Matchroom. L'Arabie Saoudite met en place, donc travaille avec Tyson Fury, qui est avec Queensberry Promotion. Ils sont aussi avec Golden Boy. Ils sont avec littéralement tout le monde. Donc tu peux pas non plus trop les fâcher. Parce qu'aujourd'hui, ce qui permet de faire vivre la boxe à plus haut niveau, évidemment, les gars, c'est l'Arabie Saoudite. Donc c'est très très dur, là, d'être en frontal avec eux. Et en gros, là, c'est ce que là, pas mal de journalistes disaient, c'est que toutes ces années à accepter l'oseille de l'Arabie Saoudite, qui n'avait aucun sens, hein, véritablement, parce que c'est ce que Russ disait, hein. Enfin, tu mets 50 millions dans un truc qu'en vaut 5, voilà. Ça les a mis dans une situation, aujourd'hui, ils sont un peu dépendants de l'Arabie Saoudite, qui, en même temps, est en train de créer un monstre avec Zuffa Boxing qui, a priori, à terme, devrait tous les écraser. C'est ça. Et c'est là où, effectivement, comme tu disais, sur le long terme, ça sent pas bon pour le reste, quand même. C'est que s'il y a bien une chose pour laquelle l'équipe un peu UFC a prouvé qu'ils étaient excellents, l'équipe UFC, l'équipe TKO, c'est l'optimisation. Parce que pour arriver à 57% de bénéfices, il faut être tellement chaud sur la vision et c'est tout en même temps. C'est quelle signature et comment, sur la logistique, sur la promotion, jusqu'à quel point pour que ça marche suffisamment, mais quand même on se foule pas non plus pour que machin. Ça veut dire qu'ils sont tellement devenus mais des maîtres sur l'optimisation des coûts que effectivement crédit illimité plus optimisation des coûts. Il y a bien un moment, effectivement, où ça va faire des chocs à pic. Et franchement, comme tu disais, je serais pas étonné que peut-être dans 5-6 ans, de la même manière que les frères Fertitta ont investi à perte et à fond perdu au début avec l'UFC parce qu'ils avaient cette vision et qu'ils savaient que et l'avenir leur a salement donné raison. Là, honnêtement, c'est pas écrit, mais en tout cas, il y a aucun problème à imaginer un monde où effectivement, là, honnêtement, je serais pas étonné qu'ils aient perdu, mais peut-être 300 millions pour l'instant, le fonds saoudien là, avec tous les événements qu'ils ont fait. Je serais pas étonné que oui, ça se trouve, ils perdront, je sais pas, 500 millions en tout d'ici 5-6 ans, si ce n'est plus. Mais à partir du moment où ils vont commencer à faire de la même manière des petits 50% de bénéfices en faisant des petits 1 milliard de chiffre d'affaires, ça va être vite, ils vont vite revenir dans leurs frais, il y a pas de problème, quoi. Donc c'est tellement nous, ça nous dépasse, mais c'est tellement smart, effectivement. Et c'est quoi le bail de, Frank tu sais, Warren. la lawsuit à 1 milliard, là? Ouais, alors visiblement, donc on a Frank Warren, oui, c'est ça, Frank Warren, qui avait un deal avec l'Arabie Saoudite et en gros, ils ont préféré aller voir du côté de l'UFC et donc ils les attaquent pour 1 milliard de dollars parce qu'il ne fait pas partie de Zuffa Boxing. Voilà. Ah. Oui. Exactement, Frank Warren. Considering legal action over TKO and Sellas Zuffa Boxing Alliance, parce qu'il devait être inclus là-dedans. Eh oui. Eh ben. Donc, ça va se finir en settlement pour 250 millions. Oui, exactement, sûrement, parce qu'il représente quand même Tyson Fury, toujours le monsieur. Et non, et puis l'autre question qui se pose, c'est quand même du côté de...
Je pense ça risque de bouger un petit peu du côté du MMA et du côté de l'UFC, tu vois. Et c'est pour ça que c'est une bonne chose que MVP avec Netflix et donc Jake Paul commence à arriver en MMA, parce que vraiment, moi, si je suis combattant, et là on a vu aussi MVP, donc Michael Venom Page, qui est pas content non plus, ça me saoulerait un petit peu. En vrai, ça me saoulerait un petit peu que tu sois dans un truc comme ça enfin, je veux dire, ça fait quand même partie du groupe. Hein. Ça fait quand même partie du groupe. Et de voir que là, de leur côté, ça bouge beaucoup, et de voir qu'il y a quand même beaucoup de combattants qui disent, parce que là, les 1,5 milliards que l'UFC a fait l'année dernière, c'est ça qui est fou, hein. C'est que sur un an, ils ont pas une croissance dingue, je crois que ça a été genre juste 9%, enfin c'est pas énorme non plus, hein. C'est juste qu'ils ont continué d'optimiser avec 57% de marge, effectivement, mais c'est toujours avec les droits du deal ESPN, qui était à 350, hein, quelque chose comme ça, 350 millions par an. Là maintenant c'est 1,1 milliard, donc le chiffre d'affaires a explosé pour 2025 et pour 2026. Et donc bref, si t'es effectivement combattant UFC, je pense que ça doit un petit peu commencer à te piquer de voir des choses comme ça. Je pense aussi, et on va voir ce qui va se passer pour Conor Ben, là aussi ça va être à mon avis le second truc qui risque un petit peu d'énerver des combattants, c'est en fonction de son adversaire. Tu vois, si tu fais Chris Eubank 3, je pense que tout le monde se tait parce que c'est un gros choc. Si pour 15 millions, c'est Conor Ben qui a un combat, tu vois, qui est annonciateur d'un prochain truc, où il a sa petite victoire gratos, comme je veux dire Tyson Fury avec son combat de retour, là, il va être payé je sais pas combien. C'est l'Arabie Saoudite, c'est complètement différent, mais vous voyez, les trucs différents, je pense que les mecs qui sont à l'UFC, typiquement des Conor McGregor, des mecs comme ça, où tu te dis, je vais revenir. Imaginons qu'il me file Carlos Prates, moi j'aurais bien aimé aussi avoir mon combat de retour contre Bobby Green tranquille et de faire mes 30 millions, voilà. Ouais, Donc, c'est clair. donc ça risque à mon avis de péter un petit peu de ce côté-là, et si en plus t'as Jake Paul qui commence à faire des cartes régulièrement, parce que là visiblement il voulait aussi signer, il voulait faire Junior Dos Santos contre Jelton Almeida, bon, voilà, c'est pas fou non plus, mais tu vois, je veux dire, sur l'undercard et tout, ça commence à aller. Et si les gars commencent à faire des événements assez régulièrement sur Netflix, d'avoir ce plan marketing que n'a malheureusement pas le PFL et vraisemblablement n'aura jamais le PFL, ça pourrait faire une vraie alternative à l'UFC, et je pense que là, il faut quand même réussir à en avoir, parce que, parce que sinon, on se privera des plus gros talents qui iront dans d'autres disciplines, et surtout que c'est possible, les gars. On voit ce que fait le RAF qui revient ce week-end en lutte. Et quand tout se passe bien et que des mecs ont un plan, bah vous avez des Merab de Alishvili en main event, vous avez des événements qui sont sold out. Voilà. On a des belles choses qui peuvent se passer aussi quand les mecs mettent les moyens. Voilà, monsieur. Bah ouais. Bah, je suis très curieux pour Netflix, parce qu'honnêtement, on va voir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent proposer. Mais si je suis un combattant qui a à peu près de haut profil et que je suis en fin de contrat avec l'UFC, même sans parler de Conor McGregor à qui reste 2 combats, mais admettons, tu vois, un Paulo Costa, alors lui il a re-signé pour plein de combats, mais admettons qu'il était sur la fin de son contrat, qu'il n'y en reste plus qu'un seul. Franchement, si je suis Paulo Costa et que le Netflix me propose un deal à 600 000 par combat ou j'en sais rien, honnêtement, je pense que je me barre chez Netflix, hein. Ce qui est juste très dur, je pense, avec Netflix aujourd'hui, même si ça m'étonne, tu vois, que ce soit le combat de Tyson Fury, et même là, Carano contre Rousey, c'est que, c'est juste là où je trouve que c'est difficile potentiellement, c'est que eux, ils veulent créer des événements où, quand c'est diffusé sur Netflix, faut que le monde entier soit intéressé. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'un Paulo Costa, tu peux pas le mettre main event. Mais, j'ai l'impression que ça change un peu, parce que honnêtement, Rousey, Ronda Rousey contre Gina Carano, les gens vont regarder, mais on est loin de Terence Crawford contre Canelo, et le combat de Tyson Fury pour son retour, c'est pas Tyson Fury contre Anthony Joshua non plus. Donc peut-être qu'ils sont aussi un peu en train de changer de fusil d'épaule et de se dire, ok, avant on était sur les super méga fight Tyson Fury contre Jake Paul où tout le monde doit être branché, et aujourd'hui, bah, quand on fait le rapport entre financer un film de merde avec Chris Pratt et Millie Bobby Brown, ou non mais Electric State. voilà, ouais, exact, merci beaucoup, qui a coûté je sais plus 200 millions de enfin une dinguerie pour une merde comme ça, ou donc ça t'as 200 millions pour ça, tu sais que bah, littéralement tout le monde va perdre 2 heures de sa vie à regarder cette merde, ou alors t'en as pour peut-être 150 millions, mais les gens qui vont regarder vont avoir du spectacle et ça reste le top niveau mondial, ou alors des athlètes qui sont quand même là et qui font les choses sérieusement. Peut-être qu'à mon avis, ils s'y retrouvent beaucoup plus là-dedans. Et puis surtout que t'as pas tous les problèmes qu'il peut y avoir avec la production d'un film qui dure beaucoup plus longtemps. Ouais, bah en vrai, en tout cas moi ce sera mon dernier mot, mais
Il faudrait qu'ils aient une grosse star. En fait, si Conor McGregor arrive, mais vous inquiétez pas que l'UFC, ils vont le verrouiller, mais d'une force. Mais même s'il perd, honnêtement, mais exactement. Parce que pour moi, il peut balancer le truc. Hein. Il peut même la jouer à la. Enfin, malheureusement, j'ai pas d'exemple en tête, mais allez, il fait ses 2 combats. Il sait qu'il va perdre et tu vois, il le dit avec des espèces de sublis, tu vois, où on sait que de toute façon il va à l'abattoir, il les perd les 2 et c'est pas grave s'il y a ces deux défaites. Ensuite, faut qu'il reste concentré sportivement, mais je pense que ça peut aussi le faire et que ce sera pas grave si Conor perd ses 2 derniers combats à l'UFC. Bah non, enfin tu sais, en vrai, il perd ses 2 derniers combats. Le problème, c'est que l'UFC va faire traîner au maximum pour vraiment. Mais bon, il y a des petits free agents comme Tony Ferguson. Bon, bah ils vont à Netflix. Conor McGregor fait un petit Conor McGregor versus Tony Ferguson. Même si McGregor s'est fait éclater sur ses 2 derniers combats à l'UFC, honnêtement, un McGregor Ferguson sur Netflix, même si c'est dans 1 an et demi, ça fera un sacré ramdam. Hein. Mais oui, puis je suis un malade, on avait oublié de parler de ça, mais dans un monde où Netflix paye pour Pacquiao Mayweather 2 à la sphère, ça veut dire qu'ils ont vraiment de l'argent à perdre. Hein. Parce que typiquement, on se disait ça. Bah, après, tu vois, on se disait personne va regarder, mais il y a peut-être. Je pense que tous les darons, ils vont checker, tu vois. Ce monde-là, un peu qui est pas fan hardcore, mais qui reste pour les gros événements, ou qui peut-être ne sait même pas que Mayweather est à la retraite, que Pacquiao va bientôt avoir 50 piges, peut-être que eux sont toujours en train de se dire bon bah c'est la revanche, de toute façon on va regarder, et puis c'est sur Netflix, donc ça te coûte beaucoup moins cher que si t'étais en pay-per-view. Et c'est vrai que dans un monde où il y a ça, un Conor peut très bien faire de la boxe, tu vois. Tu fais le combat contre Logan Paul, tu fais la revanche contre Mayweather. J'avoue. En vrai, mais même tant qu'ils y sont, tu fais un Conor McGregor Pacquiao, tu fais. Qui était prévu de base. Qui était prévu à la base. En fait, tu peux faire tellement de trucs. Putain, mais j'avoue. Donc, typiquement, si Conor McGregor arrive à enquiller ces 2 combats assez vite, mais sauf que là, je sais pas si vous avez vu, hein, il commence à faire des tweets McGregor où on le voit déjà, et c'est ce qu'ils ont fait pendant peut-être les 5, 6, 7 dernières années avec Conor McGregor, l'UFC, ils lui ont cassé les couilles dans tous les sens. Là, il commence déjà à faire des tweets Conor McGregor en mode, et donc c'était quoi le dernier? Jour 15 de je veux n'importe qui, envoyez-moi le contrat. Donc il commence à s'impatienter. Bien évidemment que l'UFC commence à gagner le plus de temps possible pour ne pas le faire combattre, pour justement que personne d'autre ne l'ait, pour qu'il finisse pas son contrat trop tôt. Mais ouais, si jamais il arrive à se sortir et à faire ses 2 derniers combats, parce que oui, l'UFC a le droit de matcher n'importe quelle offre, mais à moins que ce soit vraiment qu'ils fassent intervenir directement une grosse partie de leur fonds, ou alors c'est là et les Saoudiens d'une manière ou d'une autre. Un Conor McGregor qui était payé, je sais pas, en flat peut-être 10 millions là, et si Netflix lui propose 30-40, ça ressemble pas à l'UFC de sortir 30-40 comme ça. Et puis tu peux pas, c'est ce que Luke Thomas disait, c'est qu'en gros, pour lui, c'est pas l'UFC a fait une erreur, mais en gros, ils ont permis à Conor d'être plus grand que le sport et ils ont fait Mayweather contre Conor et depuis ils ne veulent surtout pas reproduire ça parce que le mec avec l'oseille qu'il a fait c'est un des rares qui est complètement libre de toute façon. Donc enfin qui peut, c'est juste parce que lui a envie de combattre mais il pourrait très bien ne pas combattre. Mais d'un autre côté, Conor qui part de l'UFC, Enfin, pour moi, ils sont tellement dans une situation compliquée. Le seul truc, et c'est dommage, c'est que Conor, tu vois, pour le coup, là, n'est pas la mentalité de Georges Saint-Pierre. En gros, ils se disent, bon bah, je voulais boxer Oscar De La Hoya, c'est pas possible, je suis en paix avec ça. Je voulais faire le combat contre Habib, c'est pas possible, je suis en paix avec ça. Parce que le poids que représente Conor pour l'UFC, enfin, tu mets n'importe quel logo autre que l'UFC, mais c'est terrible pour eux. Enfin, je veux dire, que ce soit les cartes à collectionner tops, ou du coup, tu peux plus utiliser... Enfin, le gars représente tellement que si t'as le logo PFL, le logo MVP, mais pour eux, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ouais. Ce qui les sauve juste, c'est que le gars ait trop envie de combattre et adore le MMA, tu vois. Pour moi, c'est ce qui les sauve vraiment. Mais un Conor, ils vont être obligés. Et puis, pour moi, ils peuvent pas non plus se permettre de le laisser partir parce que le message que ça enverra à tous les mecs, typiquement, il y a Topuria qui arrive derrière, s'il voit que Conor arrive à partir, et qu'en plus qu'il voit que, ok, bon bah je vois que Conor a pris, ok, il s'est pris son KO contre Prates, ensuite il s'est fait n'importe quoi, WrestleFuck par Sean Brady, bon il arrive quand même à faire sa revanche contre Mayweather,
Bon bah très bien, moi je vais faire mon combat contre Makhachev, ensuite ils vont me mettre contre 2 gars, bon bah je vais perdre tranquille, mais après je sais très bien où je vais pouvoir aller par la suite. Et tous les mecs, bah vous inquiétez pas que Thomas Spinal, bon, comme ça là il sera... Ah ok, je vois que visiblement c'est possible aussi. Ils ne peuvent pas se permettre de les laisser partir tous ces mecs-là, mais la situation risque d'être inconfortable si Netflix commence à faire de plus en plus d'événements, que MVP aussi les laisse faire, mais moi honnêtement je ne sais pas comment ils vont s'en sortir avec ça. Vraiment je ne sais pas. Parce que c'est un truc, c'est comme... Mec, t'imagines Michael Jordan, où il y a un moment, les LeBron James, il y avait ça, c'était il y a très longtemps. Il y avait une offre c'était à l'époque où les salaires NBA étaient bien moindres, 50 millions de dollars par an du CSK Moscou. Mec, si LeBron James était parti en Russie pour la NBA, tu peux pas laisser partir un mec comme ça. Ouais. Et pour moi, on est exactement dans le même truc avec Conor. Tu ne peux pas le laisser partir. Ouais. Donc, non, ça risque d'être intéressant. Et de toute façon, on saura très bien. Enfin, pour moi, c'est en fonction de l'adversaire, on verra où en sont les négociations. De toute façon. Bah ouais, parce que là, les rumeurs, c'est Carlos Prates. Si c'est Carlos Prates, ça veut dire qu'effectivement, c'est officiel. L'UFC veut tuer Conor McGregor et lui faire des highlights dans sa gueule le plus possible avant qu'il ne projette de potentiellement s'en aller pour lui faire baisser en valeur. Et par contre, d'un autre côté, oui, c'est ce que je voulais finir là-dessus, c'est le truc qui met un peu tout ce que je viens de dire là en PLS, c'est le cas Ronda Rousey. Parce que vraiment, il n'y a pas un monde avant la signature sur Netflix où je me disais, elle va revenir ailleurs qu'à l'UFC. Et qu'en plus, que tu avais très bien dit dans le podcast, comme à chaque fois, c'est qu'elle a quand même été allée voir Dana White et de base, elle a essayé de faire ce combat du côté de l'UFC, tu vois. Enfin, je veux dire, elle a pas fait ce que Conor Ben a fait, tu vois. Donc, même si on la porte pas vraiment dans notre cœur, Ronda Rousey. Mais ce qui est quand même assez fou, c'est que l'UFC l'a laissé partir au regard de tout ce qu'il y a de personnel, de l'argent qu'elle représente, tu vois. Et c'est là où, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, je suis vraiment intrigué, c'est que, si tu laisses partir Ronda Rousey, qui est ta plus grande star féminine, qui avant Conor pesait un max d'oseille et qui, même en revenant, aurait fait beaucoup d'oseille du côté de l'UFC, ouais. Enfin... Ça, c'est vraiment un choix intéressant, franchement. Je sais, et j'aimerais avoir la réponse de pourquoi est-ce que le groupe UFC ne l'a pas reprise, effectivement. Alors que même Dana White, quand il a été interrogé en conférence de presse, il n'était pas du tout véhément, hein. Tout avait l'air de bien aller, aussi bien avec Gina Carano que du côté de Ronda Rousey. Ouais. C'est grand seigneur que ça se passe bien maintenant avec Carano, vu comme il avait été odieux quand même, Dana White. Hein, raconte-nous. Il fut un temps où le combat Gina Carano contre Ronda Rousey était pressenti et potentiellement pour que ça se fasse à l'UFC, mais c'était avant même le rachat par WMG, c'était quand c'était encore les frères Fertitta, etc. Et Gina Carano avait dit ouais, moi je suis chaud, donnez-moi juste 6 mois, j'ai besoin de 6 mois pour me remettre en forme et m'entraîner pour Ronda Rousey. Et visiblement, il fallait que ça aille un peu plus vite que ça pour l'UFC. Et il y a eu un SMS. Il y a eu un SMS de Dana White, accident ou pas, ou peut-être un accident qu'il a assumé. Mais le SMS, c'était... accident qu'il a assumé. Qu'il a assumé. Donc le SMS qui a été envoyé de la part de Dana White à Gina Carano. Et un truc de l'ordre de... Elle va pas jouer avec nous, cette pute. Oui. C'était ce terme-là, oui. C'était ce terme-là, et Gina Carano renvoie un message à Dana White en mode « Je crois que tu t'es trompé de destinataire ». Dana White lui répond « Non, je ne crois pas ». Mais t'imagines la dinguerie, ton potentiel futur patron. Non mais en vrai, et donc c'est là où c'était mort de toute façon, mais c'est là où c'était bien ce Dana White à l'ancienne quand même. Oh, il s'en battait tellement les couilles. Après là, c'est vraiment être humainement, c'est tellement être odieux. Mais je respecte une partie il y a une partie du truc que je respecte quand même chez Dana White d'avoir assumé comme ça, parce que ça m'est arrivé une fois où c'était en covoiturage et en gros, enfin c'était horrible. La conductrice était infâme et machin, et j'avais envoyé à un pote, non, je sais plus si c'était toi d'ailleurs à l'époque même, mais du coup de toute façon tu l'avais pas reçu, mais j'avais envoyé un message en mode putain elle est vraiment, mais j'en peux plus de cette conductrice de merde et machin, et je l'avais envoyé à la conductrice. Et là je peux te dire que t'as le temps de déglutir, tu vois. Et t'avais dit quoi alors? Vous êtes trompé de destinataire, monsieur? Non, je crois pas.
En fait, elle conduisait, mais de temps en temps, elle regardait un peu son portable parce qu'elle l'utilisait comme, tu sais, comme, Google Maps et tout ça là, enfin Waze et elle avait pas vu sur le moment qu'elle avait reçu mon message, mais comme je savais qu'elle allait le voir à un moment donné, je lui ai dit, «Bon, bah, écoute, tu vas recevoir un message, de ma part, voilà, bah, écoute, c'est pas très classe et machin». Je sais plus comment j'avais mis le truc, mais bah, j'allais pas faire le mec, tu vois? J'allais pas faire en mode, «Et d'ailleurs, je t'encule bien», effectivement. Donc donc voilà, j'ai Je vais laissé finir passer le trajet à truc pied. Let's go. et alors, bah, je peux te dire que putain la fin du Oh trajet, là là. il y a eu mais Oh là là. silence, mais horrible, horrible. Mais voilà, donc c'est parce que machin, mais que Dana White envoie ce message et que au lieu d'avoir, le «Oh merde, bon, bah, je vais essayer de rattraper le truc», J'ai mis le ce clic. double down, hein? J'ai mis ce clic. Ouais, au lieu de prétendre avoir misclick, que lui soit en mode, «Bah, tu sais quoi? Non, c'est exactement ce que je voulais envoyer et tu vraiment une pute». Enfin, il l'a pas redit comme ça, mais je veux dire, donc c'était l'esprit. Il y a une partie de moi qui respecte, le grind et Ta qui mère était respecte une quand même, pute, ton père était une pute. il y a ouais, il y a une partie de tu sais, du côté assumé à 100 qui est respectable. Oui. Donc voilà, mais depuis, visiblement, apparemment, ils ont eu des conversations ensemble et maintenant, il est in a good place avec Madame Gina Carano, donc tout va bien. Mais en tout cas, bref. Bah, il est in a good place, mais enfin, c'est pas pour autant qu'il la signe, hein. Oui, complètement. Mais étonnant donc de voir quelqu'un comme Ronda Rousey d'être visiblement complètement libre, parce que ça aussi, quand vous voyez les revenus de l'UFC, tout ce qui est merchandising est une part importante évidemment de tout ça. Donc que l'UFC laisse partir Ronda Rousey, qui est quand même un des visages de l'organisation, qui était, je crois, toujours affiché à la T-Mobile Arena. Non. Tu sais, à l'entrée. Ah! Ouais, 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 Ou à non, Las peut-être qu'ils Vegas, ont remplacé par Nunes. Peut-être. ouais, mais en tout cas, c'était il y a pas si Hmm. longtemps, quoi. Bon, bref, et qu'elle parte désormais, c'est assez étonnant. Rusty, on a terminé, on ne saurait rien, absolument rien. Ouf. Oh bordel, bordel, les t-shirts oversize vont être bientôt trop petits. Sans NutriPure, made in France, les gars, naturel, des arômes incroyables. Code la sueur, vous avez moins 10% sur votre première commande, ensuite moins 10% qui sont cagnotés ad vitam sur votre compte. Et puis on est habillés tous les deux en oversize avec Wicked One, la nouvelle collection. Et ici, bah franchement c'est épais, c'est quali, ça fait plaisir. En plus vous avez moins 20% avec le code la sueur. Et puis pour les Fight Night, ou sinon pour les boissons de réhydratation, les milkshakes également, et surtout plein de saveurs, vous allez du côté de Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. Oh là là, ça a l'air très sympa ça. Vos sachets individuels, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. And goodbye.